Le 5 décembre 1930 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Caïn, Aventure des mers exotiques, texte intégral. Dans les mers du Sud, un paquebot des messageries maritimes vient d'atteindre une importante escale. Matelots et passagers descendent vers la ville blanche, mais voici l'instant pour les chauffeurs de faire du charbon, ce qui n'est gai nulle part et sous les tropiques encore moins qu'ailleurs. L'un d'eux, Caïn, est visiblement au bout de ses forces et de sa patience. Pour comble, la corvée finie, on le désigne de garde aux chaudières pour la nuit. Il n'en supportera pas davantage, un hasard lui met sous la main une valise et un portefeuille, il s'en empare et saute dans un canot. 8 jours et plus de navigation solitaire. L'évadé avait au début des bananes et de l'eau, tout est épuisé, il devient la proie des mirages. Enfin, la mer jette sur une côte inconnue et luxuriante une barque fantôme et un moribond. L'homme peut encore se traîner jusqu'à l'arbre du voyageur, ouvrir l'écorce et boire à la source qui jaillit. Il est sauf. L'île est déserte, mais lui offre l'arbre à pain, la banane, l'ananas, tout ce qui vole et tout ce qui nage. Un sous-titre naïf annonce « Et Caïn recommença la vie par le commencement ». Il réinvente le fer et le feu avec leur importance mythique. Il danse devant le premier buisson allumé. Malgré ces tâches essentielles, Caïn s'ennuie et nous le fait savoir assez indiscrètement. Mais pour se divertir, il aura quelques autres travaux éternels, la guerre et l'amour. C'est le meilleur du film. La belle Zouzour débarque avec une bande nomade. Caïn, la voyant, en laisse tomber son arc. Par bonheur, il est déjà devenu un véritable sauvage, et s'il poursuit la nymphe à travers les arbres, c'est un lasso en main. La conquête légitime s'achève par un tournoi singulier avec le premier possesseur de Zouzour, qui suit la bataille du haut d'un cocotier. La vie moderne reprend ensuite ses droits, sous les espèces du revolver, qui jette parmi les assaillants une religieuse terreur. Caïn reste seul avec Zouzour, et l'apprivoise, sans plus de peine qu'auparavant, ses compagnons les lémuriens. Un large gaillard des terres brumeuses et une fille souple des tropiques font un beau couple. Ils ont des enfants. Le dernier né meurt. Catastrophe qui réveille tout à coup en Caïn des scrupules inattendus. Il a volé autrefois, le jour de son départ. Une vieille Bible, retrouvée près du squelette d'un missionnaire, achève de le bouleverser. L'Européen réapparaît sous le primitif d'occasion. Il aperçoit un navire, il allume un feu. Le lendemain, il est dans la cabine du capitaine. Tout est expliqué. Il reprendra sa place aux chaudières. Voici une casquette, un bourgeron qu'il faudra boulonner. Dans le couloir, la TSF hurle les derniers malheurs du monde. Voici le charbon, le foyer, les pelles. Caïn n'interrogera pas plus avant la civilisation retrouvée. Il enjambe le bastingage et à grande brassée rejoint la pirogue de Zouzour. On aurait tort d'évoquer, au sujet de ce scénario, dont les grandes lignes sont d'ailleurs excellentes et très cinématographiques, Robinson Crusoe et toute une charmante littérature romanesque et enfantine. La fable moderne, si elle s'inquiète toujours de fin morale, est écrite dans une prose qui n'admet pas le tremblement poétique. Tous les éléments ont été réunis pour faire de l'atterrissage de Caïn une minute extraordinaire. Une flore inouïe éclate sous nos yeux. Ces photos comptent parmi les plus belles que l'on ait ramenées des tropiques. On a su ménager le contraste entre la nature vierge et le chauffeur hirsute, souillé d'huile et de poussière, déchets vomis par les machines. On énumère à la réflexion toutes ces belles trouvailles, mais dans le film, on a oublié d'inviter le mystère, l'humble sens du merveilleux, qui transfigure pour le gamin amoureux de cartes et d'estampes un grenier ou un parc inconnu. La détresse de l'homme explorant l'irrémédiable solitude de son domaine ne nous est pas davantage sensible. Ce n'est point, certes, que nous manquons de perspective visuelle, mais le parnassien Léon Poirier aime la concision. Personne ne songerait à s'en plaindre. Il y a toutefois deux manières de résumer. L'ellipse suggestive à la Sternberg, parfois obscure, et condensant toujours en un seul geste les souvenirs et les intentions d'un personnage désormais complet et vivant, ou bien le découpage, l'échantillonnage de faits qu'utilise Léon Poirier.
Sa méthode, si sobre soit-elle, ne sert point d'aussi près la vie. Ses cadres ne sont point absolument nécessaires. Ils demeurent interchangeables, assez pauvres en substance poétique ou psychologique. Le héros n'est pas toujours saisi par l'objectif à l'instant capital qui révèle toute une situation, tout un état d'âme. Sachant mal condenser, Léon Poirier, pour rester court, lui ordonne dans un laps de temps rapide une accumulation de gestes indispensables, mais trop définitifs et hâtifs à la fois, pour qu'ils ne prennent point une valeur abstraite et purement symbolique. D'où la nécessité de forcer bien des attitudes, de faire grimacer des visages tendres, sous le poids des pensées qu'un homme n'exprimera jamais dans un éclair. Le scénario excellent de mouvement s'aggrave ici. On a pu le voir, d'une philosophie assez naïvement pessimiste, nous ne disons point malsaine, loin de là, ancestrale et actuelle à la fois, comme tous les lieux communs, mais que l'on traite à la manière d'une idée générale. Si l'on ajoute que le goût de Léon Poirier n'est pas infaillible, on ne s'étonnera donc point de voir parfois reparaître la danseuse chez Ramataé, ou les conventions du comédien chez l'énergique Tommy Bourdelle, si vrai lorsqu'on ne lui demande que des gestes populaires. Il est facile d'oublier ces fautes, comme d'habitude toutes les pensées plus ou moins grosses des robustes ouvriers. On a d'excellentes raisons pour compter, après René Clair, Léon Poirier parmi les plus sympathiques et les plus éminentes figures du cinéma de France. D'autres raisons, non moins valables, pour n'attendre jamais de lui l'équilibre miraculeux entre la stylisation et le réalisme. Analyste sommaire, médiocre observateur de l'âme humaine, Léon Poirier est un plasticien. On n'explique pas autrement le choix de ces images. Peu lui importe leur intention dramatique, il les veut belles. Comme tous ceux chez qui l'amour de la forme ne se double pas d'une aptitude spirituelle à la composition, il a de cette beauté une vue un peu courte et s'attache davantage à la splendeur de la matière qu'à l'harmonie des lignes. Mais ne boudons pas notre plaisir. Léon Poirier nous a ouvert un Éden, il a su le peupler de créatures magnifiques, une fille aux membres purs et nerveux, des athlètes puissants, véritable réservoir de sensations tactiles, dirait, comme à propos de Masaccio, le subtil Berenson. Leurs combats et leurs jeux élémentaires nous révèlent l'attrait au cinéma du nu, ce thème plastique par excellence, lorsqu'il est chaste, qu'il n'est point exploité par un Germain sournois ou un Candide naturiste. On a vu souvent, dans d'autres films, des nègres et des académies sportives. Jamais à l'écran, on n'avait su donner cette valeur aux détentes musculaires, aux caresses du soleil et de l'ombre sur la peau. Parnassien, disions-nous tout à l'heure, mais qui polit le détail plus que la cadence, au contraire d'un Dupont dont chaque phrase s'achève en accord parfait. Léon Poirier a emmené avec lui le meilleur opérateur peut-être d'Europe, Georges Millon. Leur collaboration nous vaut un album de photographies fignolées chacune comme un sonnet. Poirier a voulu partout des images nettes, baignées d'une lumière égale, trop égale peut-être, mais quel beau travail! Comme l'on s'y attendait moins, l'introduction semble dépasser encore en perfection et en conscience le corps de l'œuvre. Le clair-obscur de la chambre de chauffe égale avec plus de précision ce qu'a pu faire de mieux dans ce genre l'Amérique, avec moins de parti pris, ce qu'a réalisé le plus scrupuleusement l'Allemagne. Ces scènes, tournées après le voyage, où la parole, soit dit en passant, se glisse simplement en humble servante, annoncerait-elle une évolution de Poirier ? Elles nous font presque désirer de sa main le film quotidien et de cadre réduit qu'il ne réalisera sans doute jamais. Car on connaît son horreur des studios, nous ne sommes point persuadés qu'il faille, pour s'aérer, courir aux antipodes, surtout si l'on ramène de ces paradis le banal péché originel. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui de ces réticences. Toute la presse l'a déjà dit, dans l'état actuel de l'industrie cinématographique, on ne peut que s'incliner devant l'exil volontaire de Murnau. Réfugié à Tahiti, l'heureuse équipée de Léon Poirier cinglant vers Nosy-Bé avec armes et bagages, gestes d'hommes libres et probes, amoureux de leur métier, dégoûtés de l'air du vaudeville, du mélodrame et de la toile de fond, gestes dont on voudrait espérer qu'ils seront d'un exemple efficace.